suis convaincu que la grande majorité des gens, y compris des gens qui sont sédentaires depuis des années et des années, sont capables de faire sur quelques années une épreuve d'ultramarathon. Docteur Laurent Gergelet, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille principalement en réanimation et je suis également ultra-trailer. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé aux corrélations entre ces deux disciplines. Je suis Guillaume Millet, physiologiste de l'exercice à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et je suis un ancien coureur d'ultra-endurance. J'ai été aussi organisateur de courses, j'ai publié quelques ouvrages sur la discipline également. Donc voilà, je me suis intéressé à l'endurance depuis tout petit et à l'ultra-endurance depuis une quinzaine d'années. L'étude s'appelle Ultra Grave. C'est une étude qui a pour objectif de caractériser les complications graves de l'ultra-endurance et d'essayer d'estimer leur fréquence de survenue. Une étude qui est menée par le laboratoire de Guillaume Millet, moi-même, et Camille Francou, qui est une interne d'anesthésie réanimation de Saint-Étienne, qui en fera son sujet de thèse. Pour ce qui est des complications induites, des complications médicales induites par l'ultra-endurance, pour moi, il y a deux grandes familles. Il y a ce que on va appeler la bobologie, c'est-à-dire les complications liées à la course en elle-même et à la durée de l'effort. Donc c'est tous les problèmes musculo-tendineux, cutanés, les ampoules, enfin tout ce qui est vraiment de la bobologie qui ne va pas impacter sur le pronostic du patient. Donc sur ces complications qui sont fréquentes, qui sont bien décrites par plusieurs études comme dit Guillaume, on a une petite partie de cette population qui va être hospitalisée. C'est moins de 1% des consultations pendant la course. Et une partie va être hospitalisée immédiatement après. Et puis toute une partie, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de voir sur un délai d'une dizaine de jours quelle était la fréquence des hospitalisations et la fréquence des hospitalisations dans des services de soins intensifs et de réanimation, là qui est synonyme d'une complication grave. Parmi les complications graves que l'on connaît, alors on n'a pas encore les résultats de l'étude, mais une des complications qui est connue dans le domaine de l'ultra, c'est l'insuffisance rénale. Et souvent, cette insuffisance, elle provient de trois choses. Donc la combinaison de la course, effectivement, la course d'ultra-endurance avec la destruction musculaire, ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. Deuxièmement, une déshydratation qui peut être due à quelque chose qui arrive souvent et qui n'est pas grave en soi, des vomissements ou des diarrhées. Par contre, ce qui est un peu plus grave, c'est que les gens sont déshydratés et des fois sévèrement déshydratés. Et la troisième chose, c'est donc la prise d'anti-inflammatoires. C'est souvent quand on a la combinaison de ces trois facteurs-là que peut survenir l'insuffisance rénale. D'une part, ça peut être des gens qui soit exagèrent dans leur pratique, c'est-à-dire exagèrent en termes de nombre de courses qu'ils peuvent réaliser par an et ne se donnent pas le temps de récupérer. Soit ça peut être des gens qui sont simplement mal préparés, ou soit des gens qui ont des conduites qu'on va appeler déraisonnables, c'est-à-dire en particulier qui prennent des médicaments pour prévenir les signes d'alerte, donc des antidouleurs dans le meilleur des cas et des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le pire des cas. Et là, Laurent va expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est vraiment grave de prendre des anti-inflammatoires pendant une course d'ultra-endurance. En fait, moi, j'aime bien considérer l'ultra-trailer comme un patient agressé. C'est-à-dire que ça constitue un stress important pour l'organisme. Et ce stress peut avoir des complications si on n'écoute pas nos signaux d'alerte. Lorsqu'on fait un effort d'ultra-endurance, on va soumettre notre organisme, et en particulier les reins qui sont un organe un peu sensible, à un stress très important qu'on peut comparer sur plein de versants avec une infection grave, un traumatisme grave qu'on peut voir dans des patients de réanimation. Cette inflammation qui est générée par l'agression de l'organisme va avoir des conséquences qu'on a décrites dans nos études sur le terrain. On a fait par exemple une évaluation des conséquences sur l'immunité, où on a des déficits immunitaires à l'arrivée d'une course qui sont comparables à celui d'un patient qui avait été victime d'un choc hémorragique, d'un polytraumatisme. Donc on est vraiment dans une situation où l'organisme est agressé. Mais si on respecte ces signaux d'alerte, globalement c'est, on va dire, safe. À partir du moment où le patient va aller au-delà de ces signaux d'alerte, et en particulier si il prend des médicaments pour cacher ces signaux d'alerte, il va s'exposer à des complications qui peuvent être très graves.
Même si ce n'est pas considéré comme du dopage, puisqu'on a le droit de prendre sur une course des anti-inflammatoires, c'est quand même la même logique, c'est ce qu'on appelle une conduite dopante, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir quand même, soit dans le meilleur des cas, aller au bout de mon épreuve, parce que peut-être je ne me suis pas préparé comme il faut, ou j'ai mal géré ma course, je suis parti trop vite, mais je veux absolument terminer ma course parce que j'ai ma famille qui m'attend et je vais passer pour un peintre envers mes collègues de bureau si je ne termine pas la course. Donc ça, c'est une pression qui paraît comme ça, on peut en sourire, mais en fait, c'est pas drôle parce que les gens se mettent vraiment une pression terrible pour terminer la course ou alors pour améliorer leur performance. Et effectivement, on peut quand même reconnaître que les anti-inflammatoires permettent malheureusement d'améliorer la performance. Alors sur le long terme, non, c'est-à-dire si on prend des anti-inflammatoires à l'entraînement, sur le long terme, c'est un très mauvais calcul parce qu'on va minimiser les effets de l'entraînement, les adaptations liées à l'entraînement. Par contre, sur le court terme, effectivement, ça peut être en termes de performance bénéfique, sauf que si on fait ça, on se met réellement en danger. Et là, c'est pas, voilà, on veut encore une fois, on ne veut pas dramatiser, mais le danger, il existe vraiment. On a été assez négatif sur l'ultra-endurance. On parle des dangers. Effectivement, l'étude porte sur les complications, sur les dangers potentiels de la discipline. Évidemment, l'ultra-endurance, c'est beaucoup de plaisir d'une part. Et puis, ce sont des gens qui sont, pour 99% d'entre eux, en très bonne santé. Et j'irai plus loin, même sur la santé mentale. C'est probablement quelque chose qui est très bénéfique. Et c'est aussi pour ça qu'à titre personnel, moi, je pratique cette discipline parce que ça m'apporte beaucoup en termes d'équilibre entre notre vie professionnelle, familiale et personnelle. Donc je pense que je renforce le message positif. L'espèce humaine est vraiment faite pour courir ce genre d'épreuves. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs parcouraient 30 km par jour. Donc évidemment, de nos jours, avec nos sociétés complètement sédentarisées, on est loin de ça. Et c'est pour ça que ces épreuves qui paraissent un petit peu déraisonnables à première vue, mais en réalité, on est tout à fait capable. Et quand je dis on, c'est vraiment tout le monde. Moi, je suis convaincu que la grande majorité des gens, y compris des gens qui sont sédentaires depuis des années et des années, sont capables de faire sur quelques années une épreuve d'ultramarathon.